Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une ressource qu'on appelle les métaux critiques. Une ressource qui est en fort lien avec les technologies de la transition énergétique et numérique. Et c'est une activité qu'on développe au CEREG et plus particulièrement dans l'équipe environnement durable depuis 3-4 ans maintenant. Alors, je vais commencer par un rapide constat que vous connaissez tous, mais je trouve ça toujours très intéressant de revoir ces courbes qui sont assez impressionnantes. Ici, vous avez par exemple l'augmentation de la démographie depuis l'an zéro. On voit qu'en 1900, on était à peu près 1,5 milliard. Aujourd'hui, on est 7 à 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre. Et les prévisions montrent que l'on va atteindre 9 à 11 milliards d'habitants sur Terre d'ici 2100. En parallèle, voici des courbes qui ont été reprises notamment dans ce livre de Pablo Servigne, le collapsologue, qui montrent un certain nombre de tendances socio-économiques qui suivent les mêmes évolutions exponentielles. Donc on a parlé de la population, mais on a les mêmes tendances pour le PIB, la consommation d'engrais, d'eau, d'énergie, par exemple le secteur des transports ou des télécommunications. Si on regarde maintenant des tendances qui montrent le fonctionnement de la planète Terre, ben on suit toujours cette même évolution avec une augmentation vraiment forte ces dernières années des gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, de l'acidification des océans, des activités de pêche, du recul des forêts tropicales ou la dégradation par exemple de la biosphère terrestre. Alors, ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est ces courbes-là, qui montrent l'évolution de la production primaire mondiale en métaux. Donc ici, vous avez l'évolution pour toute une liste de métaux listée à gauche. On voit pas grand-chose, donc je vais vous l'éclaircir un peu. Et en parallèle, a été tracée aussi l'évolution de la démographie en rouge. Donc toutes les valeurs ont été normalisées à 1 en 1960 pour pouvoir comparer directement ces évolutions. Alors j'ai listé quelques métaux parce que la figure est difficile à lire, mais par exemple ici vous voyez que depuis 1960, la production, la consommation de cuivre a été multipliée par 5. Ce qui concerne le cobalt qu'on retrouve dans les batteries de voitures électriques notamment, la production a été multipliée par 8. Des métaux qui vous parlent peut-être un peu moins, l'indium, le niobium, la production a été multipliée par 13 ou par 20. Et enfin les terres rares, avec une production qui a été multipliée par un facteur 30. Alors un facteur 30, ça représente depuis 1960 une hausse à peu près annuelle de 8% de la demande et de la production. Et avec ces taux de croissance, on double à peu près la demande tous les 8 ans. Alors pourquoi on utilise de plus en plus de métaux, de plus en plus variés? Donc il y a plusieurs raisons à ça, plusieurs explications. La première, c'est l'apparition de nouvelles technologies qui sont consommatrices de métaux. Là, c'était pour faire le point sur la production d'électricité. Quand on regarde une éolienne, par exemple, voilà, c'est 200-400 tonnes d'acier, 500 à 1000 tonnes de béton, et puis des terres rares dans les membres permanents qui constituent l'alternateur. Et quand on regarde l'énergie matière, donc c'est-à-dire la quantité de matière première en kilos qu'il faut pour produire 1 mégawattheure, quand on prend l'ensemble du cycle de vie de la technologie, donc de la fabrication jusqu'à la fin de vie du produit, on se rend compte que ces énergies renouvelables, l'éolien et le photovoltaïque par exemple, ont besoin d'un ordre de grandeur supérieur en métaux, en cuivre, en aluminium, en acier ou en béton, par rapport aux énergies fossiles. Donc on va déplacer la pression d'une énergie verte fossile vers une énergie qui est aussi non renouvelable, qui est celle des métaux. Ça, c'est des travaux qui sont faits par, euh, par Olivier Vidal à Ester, qui s'intéresse principalement aux métaux de base, aux métaux qu'il appelle structuraux. Euh, alors, voilà, l'exemple que j'aime bien prendre aussi, c'est celui du téléphone portable. On a des technologies qui sont de plus en plus consommatrices de métaux avec une variété de plus en plus grande. En 1990, les premiers téléphones portables contenaient à peu près 29 éléments différents. Maintenant, quand on regarde un smartphone en 2020, c'est 55 éléments. Alors ça s'explique par les nouvelles fonctionnalités dont on a besoin pour, par exemple, l'écran tactile ou l'appareil photo. Donc ici, vous avez la composition chimique d'un smartphone. Vous voyez donc les 55 différents éléments. Et j'ai entouré en noir ici tous les éléments qui sont appelés critiques. Alors, qu'est-ce qu'un élément critique? Alors, chaque pays a une définition un peu différente. Ici, je vous donne la définition de l'Union européenne et qui définit les éléments critiques selon deux paramètres.
C'est des éléments qui sont à la fois jugés comme stratégiques pour l'économie d'un pays, car susceptibles d'altérer la compétitivité des industries qui en dépendent. Et le deuxième paramètre, c'est des métaux qui sont sujets à des risques d'approvisionnement ou à une grande volatilité des prix. Donc, je vais revenir un peu sur ces deux paramètres. Alors voilà, juste avant, si on trace donc ces deux paramètres, le risque d'approvisionnement et l'importance économique sur deux axes, vous comprenez bien ici qu'en haut à droite, la zone rouge, voilà, c'est là où on retrouve les métaux les plus critiques. Donc l'Union européenne publie tous les 3 ans depuis 2011 une liste de ces métaux critiques. Donc on devrait avoir une liste normalement en 2020, la liste mise à jour. Et donc vous voyez en rouge ici tous les éléments, tous les matériaux qui sont considérés comme critiques par l'Union européenne. Alors, parmi les plus critiques, ceux qui sont tout en haut, là, LRE, HRE, c'est ce qu'on appelle les terres rares lourdes et légères. Et vous allez comprendre pourquoi, notamment, ces éléments sont fortement critiques. Alors, si je reviens maintenant un peu sur ces deux paramètres, d'abord l'importance économique, vous comprendrez facilement en regardant cette diapo que c'est des éléments qui sont vraiment stratégiques pour la production d'électricité verte, l'éolien, on en a parlé, les panneaux photovoltaïques qui sont riches en gallium, en indium, en sélénium, qui sont 3 éléments critiques, les voitures électriques, dont la batterie est composée de cobalt, et aussi tout ce qui est ce qu'on appelle souvent du dématérialisé, qui est loin d'être dématérialisé, hein, c'est tout ce qui est électronique, informatique, où ces matériaux sont fortement concentrés en terres rares, en métaux nobles, voilà, cobalt, gallium, etc. Maintenant, si on regarde le risque d'approvisionnement, il est principalement lié au fait que la production de ces métaux est monopolisée par un certain nombre de pays. Alors, le cas le plus emblématique, c'est celui de la Chine. Vous voyez ici que la Chine détient à peu près 95% de la production des terres rares. Alors, ça diminue un peu ces dernières années, c'est des données qui commencent à dater de 2011. Ça diminue un peu ces dernières années parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, et du coup, les États essayent d'être un peu plus autonomes, commencent à réouvrir des mines d'extraction de terres rares. Un autre exemple qui est frappant, voilà, c'est la République démocratique du Congo pour le cobalt. Alors, vous voyez sur cette carte aussi, donc, quand on regarde l'Europe, vous voyez qu'on est complètement dépendant pour les produits qui sont listés, pour les métaux qui sont listés ici, on est complètement dépendant de ces pays-là. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, si on regarde la production de terres rares, il faut savoir que dans les années 80, c'était les États-Unis qui étaient le premier producteur de terres rares. Il y avait une mine qui s'appelle Mountain Pass, qui était active jusqu'à la fin des années 90. Et quand la Chine s'est mise sur le marché, et quand les États-Unis ont vu le coût environnemental que ça représentait de produire ces terres rares dans des minerais qui sont relativement peu concentrés par rapport à des minerais de base, comme le cuivre ou le fer par exemple, ils ont décidé d'arrêter leur production, qui leur coûtait trop cher, et ils ont laissé la Chine prendre le marché. Et on arrive à une situation aujourd'hui où, comme je vous le disais, la Chine produit à peu près 90 à 95% des terres rares. Alors en France aussi, hein, on a eu la production de terres rares avec Rhône-Poulenc dans les années 80. Et c'est une activité qui s'est vite arrêtée, pareil, avec l'essor de la production chinoise. Alors, ça devient vraiment des éléments stratégiques. Vous avez peut-être entendu parler l'année dernière de cette polémique. Dans les journaux, ça a été pas mal repris. Avec le cas Huawei, on a vu des articles dans Le Point, par exemple, ici, ou à Les Échos, où on voyait le président chinois qui visitait un site d'extraction de terres rares et qui menaçait de servir de ces terres rares dans la guerre commerciale qu'il opposait avec les États-Unis. Alors, c'est dans le passé, ça s'est déjà produit. Il y a eu un conflit avec le Japon, notamment en 2011. Et suite à ce conflit, les Chinois ont décidé de fermer l'exportation de terres rares. Et on a vu immédiatement le prix s'envoler de certaines terres rares avec des facteurs x20 des fois, pour le néodyme ici par exemple. Voilà, donc voilà tous les risques liés à l'approvisionnement pour ces métaux-là. Alors je vais revenir maintenant un peu sur les enjeux environnementaux et sur la santé de la production de ces éléments critiques. Alors,
Donc pareil, là, il y a encore eu des articles que vous avez peut-être vu passer récemment dans les journaux. Et donc, il faut savoir que l'extraction de terres rares, notamment, est une extraction qui est très polluante. Alors, c'est lié à plusieurs facteurs. Alors, c'est déjà des minerais qui sont peu concentrés, donc il faut extraire beaucoup de matières premières pour pouvoir extraire une quantité de terres rares. Ces terres rares sont souvent compris dans des minéraux complexes, difficiles à extraire. Et il est difficile de séparer les différentes terres rares qui ont des propriétés très proches. Donc tout cela nécessite des quantités importantes d'énergie, d'eau, de solvants, d'acide fort. Et quand on regarde les pratiques qui sont faites en Chine, il y a il y a peu de restrictions sur les normes. Enfin, il y a peu de normes environnementales associées à ces extractions. Et parfois, les extractions se font directement au sol, voilà, avec les désastres qu'on connaît sur l'environnement. Donc j'aime bien prendre cet exemple pour illustrer l'impact environnemental de l'extraction des métaux critiques. C'est une analyse de cycle de vie sur la voiture électrique versus la voiture thermique. Donc c'est un rapport de l'Agence européenne de l'environnement où ils ont calculé l'impact environnemental des deux voitures en prenant le cycle entier, donc de la production jusqu'à la fin de vie de la voiture, et ils comparent la voiture électrique versus la voiture thermique. Alors pour la voiture électrique, ils différencient la voiture électrique qui va être rechargée avec une électricité européenne, donc avec un mix énergétique entre nucléaire, hydroélectrique, charbon, etc. Et puis une voiture électrique qui va être rechargée uniquement par de l'électricité produite à partir de charbon. Et voiture thermique, ils différencient gasoil et essence. Donc vous avez sur la gauche l'impact environnemental, plus ce chiffre est élevé, plus l'impact est fort. Et donc par couleur, vous avez la production en bleu, en orange, vous avez l'utilisation de la voiture, et en jaune, vous avez la fin de vie de la voiture. Donc si on regarde les résultats de l'analyse, on voit que globalement, quand on prend une voiture électrique qui est rechargée avec un mix énergétique européen, on voit qu'effectivement l'impact environnemental de la voiture électrique est plus faible que l'impact environnemental de la voiture thermique. Par contre, si on prend une voiture électrique qui est rechargée avec une électricité produite à partir de charbon, ben, on voit que c'est pas aussi évident. Maintenant, ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'était la partie bleue de production, où on voit qu'effectivement la fabrication de la voiture électrique, on voit l'impact de la partie bleue ici qui est plus élevé que la voiture thermique. Et ça, c'est principalement lié au fait que ces batteries nécessitent une quantité de cobalt non négligeable qu'il faut extraire et qui représente un certain impact environnemental. Donc voilà, c'était le point intéressant, je trouvais, à noter sur cette étude. Alors, est-ce que c'est soutenable? Donc ça, c'est une étude. Alors, je vous montre les données du cuivre parce qu'on a encore très peu de recul sur ces terres rares ou sur d'autres éléments, puisqu'on les utilise depuis peu de temps. Mais je trouve le cas du cuivre relativement intéressant. Alors, à droite, là, ici, dans l'encadré, vous avez la concentration en cuivre des gisements en fonction des années. Alors, si je ne me trompe pas, c'est à partir de 1850, ici, en haut à droite. On voit que les minerais qui étaient exploités au départ avaient des teneurs en cuivre de l'ordre de 18-20%. Maintenant, on voit cette tendance qui diminue de plus en plus, où maintenant on arrive à des minerais qui ont des teneurs de l'ordre du pourcent. Donc on a des concentrations qui sont de plus en plus faibles. Et si on regarde maintenant l'énergie nécessaire à l'extraction de ces métaux-là, du cuivre ici, en fonction de la concentration en cuivre dans le gisement, eh ben on voit que cette énergie elle est à peu près constante pour des teneurs supérieures à 1%. Par contre, quand on arrive à inférieur à 1%, on voit que l'énergie explose. Il faut beaucoup plus d'énergie pour aller extraire des minerais peu concentrés. Et c'est un peu le cas qu'on peut attendre pour ces éléments critiques, dont la teneur dans les minerais est relativement faible par rapport aux métaux de base, et dont la quantité d'énergie nécessaire va être de plus en plus croissante pour aller extraire ces faibles teneurs. Alors, les terres rares ne sont pas si peu concentrées que ça dans la croûte terrestre, hein. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a peu de minerais fortement concentrés.
Alors par contre, on trouve de plus en plus de ressources. Je ne sais pas si vous avez pu voir ces données-là, notamment dans les fonds océaniques dans le Pacifique. On a des nodules polymétalliques avec des concentrations en terres rares qui sont relativement importantes. Mais par contre, la réserve est faible, c'est-à-dire la réserve, la quantité de cette ressource que l'on peut exploiter de manière viable économiquement reste encore très faible. Et on n'imagine pas les impacts environnementaux qui pourraient être associés à l'extraction, à la récupération de ces terres rares dans les fonds océaniques. En termes d'impact sur la santé, malheureusement, ces extractions se font souvent dans des pays où les conditions environnementales et sanitaires sont très peu contrôlées. Ici, vous avez par exemple le cas du cobalt en République démocratique du Congo, où les gens font une étude sur les populations environnantes des mines, et ils sont aperçus de fortes teneurs de cobalt dans les urines et dans le sang des gens qui habitaient autour de ces zones d'activité minière, et en particulier les enfants qui étaient fortement touchés avec des dommages de l'ADN, par exemple. Et on sait très bien aussi qu'il y a un grand nombre de mines qu'on appelle des mines informelles, qui ne sont pas déclarées, dans lesquelles travaillent des enfants, par exemple, notamment au Congo. Donc la question, c'était comment on peut diminuer la pression anthropique sur cette ressource qui est stratégique, comment on peut réduire notre dépendance par rapport aux pays producteurs. Et c'est là où plusieurs voies se lèvent maintenant, l'idée c'est d'aller exploiter, plutôt que d'aller exploiter des ressources naturelles, c'est d'aller exploiter des sources secondaires. Alors les sources secondaires, elles peuvent être multiples. Par exemple, ça peut être les produits en fin de vie, comme les smartphones. Alors j'ai découvert des chiffres un peu incroyables, j'étais loin de penser que dans le monde actuellement, il y a à peu près 1,5 milliard de téléphones qui sont vendus par an. En France, quand on regarde le nombre de téléphones qui sont recyclés, c'est uniquement 15%. Et quand je parle de recyclage de téléphone, c'est seulement 4 ou 5 éléments qui sont recyclés, dont l'or, l'argent, le cuivre. Donc très peu d'éléments encore qui sont recyclés, notamment les terres rares pour l'instant qui sont recyclés à moins de 1%. Mais il n'y a pas que ces produits en fin de vie, il y a aussi tout un tas de résidus miniers et industriels. Alors l'avantage de ces résidus, c'est que ça représente des tonnages qui sont énormes, qui sont très peu valorisés, et certains résidus vont nécessiter pas ou peu de pré-traitement nécessaire avant l'extraction de ces métaux-là. Il faut savoir, par exemple, que l'extraction de métaux à partir de téléphones portables, ça nécessite beaucoup de pré-traitement mécanique, de broyage, de démantelage, pour pouvoir ensuite faire des attaques acides pour récupérer les métaux. Donc quand on regarde quelques exemples de mines urbaines, ce qu'on appelle la mine urbaine, il y a les bouts de stations d'épuration, par exemple. Donc, il y a des études qui ont montré qu'on pouvait avoir jusqu'à $280 par tonne en valeur de métaux en métaux critiques dans ces bouts de stations d'épuration. Un résidu sur lequel je travaille et qui a un intérêt local chez nous, c'est les résidus de bauxite. Donc, vous voyez la Sainte-Victoire derrière. Pas loin, on a une usine qui extrait l'aluminium avec un procédé Bayer, et ça produit ces résidus de bauxite. Qui sont très alcalins, très salés aussi. Et pour l'instant, donc c'était des résidus qui étaient historiquement rejetés en mer au large de Cassis. Et maintenant, donc, ils ont eu interdiction de rejeter ces résidus, donc c'est stocké, ça passe sous un filtre presse, et les résidus solides sont stockés à terre, avec plein de problèmes environnementaux, des envols de poussière, impossibilité de faire pousser les plantes dessus. Enfin, il y a beaucoup de problématiques associées à ces résidus très alcalins. Et par contre, dans ces résidus, on retrouve des teneurs relativement intéressantes en terres rares notamment. Et ensuite, tout un tas de déchets. Ici, vous avez l'exemple d'un déchet minier au Maroc, et je vous en reparlerai tout à l'heure, parce qu'on a une activité un peu qui débute au Maroc. Donc voilà un peu maintenant l'approche, je vais vous présenter en quelques slides l'approche qu'on développe au CEREJ. Donc c'est une activité un peu nouvelle pour nous, donc on apprend beaucoup aussi. On n'est pas on ne travaille pas sur l'extraction au départ, mais on a une spécialité dans la spécialisation des métaux critiques qui nous permet peut-être de proposer des solutions pour développer des procédés d'extraction sélectifs pour diminuer l'impact environnemental du procédé. Et donc, on a décidé de travailler sur des déchets, ce que j'appelle non conventionnels, donc les déchets industriels et miniers qu'on vous a présentés auparavant. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur une caractérisation fine du déchet, de la spéciation des métaux,
pour pouvoir ensuite sélectionner la stratégie la plus appropriée pour aller extraire de manière sélective ces métaux critiques, et si possible en milieu aqueux à température ambiante. Donc c'est des procédés qu'on veut alternatifs par rapport aux procédés classiques d'hydro ou pyrométallurgie qui consomment beaucoup d'énergie pour aller à haute température, ou bien, comme je le disais tout à l'heure, hein, des acides forts ou des solvants organiques. Et donc l'objectif, c'est pas d'avoir forcément des procédés qui vont marcher avec des taux d'extraction à 100%, hein, comme les procédés traditionnels. C'est d'avoir des procédés qui peuvent marcher peut-être un peu moins bien, mais qui prennent en compte ces aspects environnementaux et socio-économiques. C'est un peu la philosophie d'un projet ANR que j'ai déposé cette année, que j'ai déposé au 2e tour, donc j'attends toujours la réponse, donc en lien avec des économistes notamment, qui vont regarder la valeur marchande et non marchande du procédé qu'on va développer, c'est-à-dire la viabilité économique du procédé, mais aussi les aspects environnementaux et sur la santé du procédé par rapport à des procédés traditionnels d'hydropyrométallurgie. Alors, quel est le lien entre la spéciation et la sélectivité? Alors, pour vous illustrer ça, je vais vous montrer un exemple de spéciation du scandium et de l'yttrium. C'est deux éléments qui sont souvent associés aux terres rares, si même techniquement ce ne sont pas des terres rares, mais ils ont des chimies proches des terres rares. Et on a regardé la spéciation de ces métaux-là dans deux matrices riches en fer. La première, c'est dans les latérites de Nouvelle-Calédonie, et la deuxième, c'est dans les résidus de bauxite. Dans le premier cas, donc ça a fait suite un peu aux travaux de Mathieu Chassé, qui a montré que l'yttrium était souvent associé aux oxydes de fer, goethite notamment. Et nous, on a pu montrer dans une étude en laboratoire que le scandium s'incorporait très bien dans la structure de la goethite, formait des solutions idéales. Donc voilà, c'est une étude qu'on a faite en laboratoire, et puis on a pu montrer aussi qu'en Nouvelle-Calédonie, on avait des signaux de spéciation qui ressemblaient beaucoup au scandium incorporé dans la structure de la goethite ou de l'hématite. Si on regarde maintenant les résidus de bauxite, alors j'ai un peu saturé l'image pour qu'on voit l'image de l'yttrium, sinon on ne le voyait pas. Ici, au cœur, là, vous avez une particule qu'on a mesurée par EDX en couplant avec des images MEB. Et on voit ici l'yttrium qui est spatialement corrélé au phosphate. Et on a pu montrer aussi récemment sur synchrotron que l'yttrium formait des phosphates d'yttrium dans ces résidus de bauxite. Donc des particules discrètes n'étaient pas ou peu associées au fer, comme dans le cas de la Nouvelle-Calédonie. Donc vous comprendrez assez facilement que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, c'est difficile d'être sélectif dans une matrice riche en fer, parce que pour récupérer le scandium, il va falloir dissoudre entièrement la matrice. Alors que dans le cas de résidus de bauxite, là on peut imaginer des procédés qui vont être sélectifs pour pouvoir solubiliser ces phosphates, ces minéraux phosphatés, ces phosphates d'yttrium. Alors l'objectif un peu de notre approche est de développer notamment des procédés en s'inspirant du vivant. Alors il y a une communauté qui regarde beaucoup dans la littérature les micro-organismes solubilisateurs de phosphate. C'est les gens notamment qui s'intéressent à la solubilisation des engrais phosphatés. Donc il y a toute une liste de champignons, de bactéries notamment, qui solubilisent spécifiquement les minéraux phosphatés. Donc l'idée, c'est d'utiliser justement ces exudats pour aller dans des milieux abiotiques, pour aller solubiliser ces phosphates d'yttrium ou ces phosphates de terres rares dans les boues rouges. Un autre exemple sur lequel on aimerait s'inspirer, c'est les hyperaccumulatrices de terres rares, qui sont capables d'accumuler dans leur partie aérienne plus de 1000 mg par kilo de terres rares. Donc l'approche qu'on souhaite développer, c'est de caractériser la nature des exudats pour ensuite essayer de sélectivement dissoudre ces minéraux phosphatés. Alors, il y a déjà des choses dans la littérature, hein, mais ce qui a beaucoup été fait, c'est l'identification de petits acides organiques. Mais on voit bien que ça n'explique pas la totalité de la réaction et qu'il manque la compréhension du système pour comprendre vraiment ce qui va permettre de solubiliser ces minéraux phosphatés. Alors ça, c'est juste des premières petites manips qu'on a testées avec une série de petits acides organiques qui sont naturellement sécrétés par des micro-organismes, où on a regardé l'extraction de terres rares avec ces acides organiques sur les résidus de bauxite.
Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'acide organique, on a des résultats plus ou moins convaincants. Mais on voit par exemple que l'acide citrique ou l'acide tartrique sont capables de relarguer en solution, sont capables de lixivier à peu près 70 à 80% des terres rares légères. Donc ça marche moins bien avec les terres rares lourdes, et ça s'explique a priori par une différence de spéciation. Les terres rares lourdes ont tendance à former des phases très stables de phosphate de terres rares lourdes, alors que les terres rares légères ont une spéciation qui est beaucoup plus complexe, qu'il faut qu'on détermine encore, hein. C'est pas encore très clair, mais plus ou moins associé à des phases ferro-titanates. Donc là, on est à des pH qui sont à 2, autour de 2, 2,5. Alors il faut savoir que les études de lixiviation qui sont typiquement faites sur ces résidus de bauxite fonctionnent avec des minéraux, des acides minéraux, pardon, acide nitrique, sulfurique à des pH beaucoup plus faibles, entre 0 et 1. Alors si on regarde maintenant l'effet du pH, donc ici vous avez la lixiviation des terres rares pour les résidus de bauxite à différents pH. Alors on joue sur le pH en faisant varier le rapport acide citrique sur citrate. Alors ce que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille à pH 2, entre pH 2 ou jusqu'à pH 4, on a des rendements d'extraction qui sont relativement similaires. C'est-à-dire qu'on peut travailler à des pH relativement doux pour aller extraire sélectivement ces métaux. Alors pourquoi je dis sélectivement, c'est que les résidus de bauxite, c'est composé à 50% de fer. Et quand on regarde les majeurs à droite, quand vous regardez la lixiviation des majeurs, on se rend compte que à ces pH-là, l'avantage de travailler à ces pH-là, c'est qu'on ne touche pas aux phases ferriques, pardon, parce que c'est du fer 3. Donc voilà, on peut calculer assez facilement des facteurs d'enrichissement. Ici, là, vous voyez par exemple un facteur d'enrichissement des terres rares en solution par rapport aux éléments majeurs de l'ordre de 3,4. Maintenant, si on couple différents acides organiques, si on fait des extractions successives avec différents acides organiques, d'abord pour éliminer les majeurs et ensuite récupérer les terres rares, on arrive à des facteurs d'enrichissement de l'ordre de 40. Donc ça, c'était un travail de master, sachant qu'on a pu avoir un financement de thèse pour poursuivre ces travaux. Donc Claire Lallemand a commencé sa thèse au 1er juin et va continuer à travailler sur ces extractions avec des molécules extractives qui proviennent du vivant. Voilà, on essaie de caractériser ces molécules et puis utiliser ces molécules en milieu abiotique. Un deuxième cas d'étude sur lequel on commence à travailler, c'est le cas du Maroc. Alors, il faut savoir que le Maroc est un terrain de jeu idéal parce que c'est une activité minière très importante depuis les années 1900. Vous voyez ici toutes les mines recensées, principalement plomb, zinc, terres rares, silice, etc. Et on travaille dans le cadre de 2 projets. Alors le premier, c'est avec l'OCP, qui est le premier producteur de phosphate au monde. Donc il faut savoir que les résidus, l'extraction des phosphates, le phosphogypse, a des teneurs aussi en terres rares qui sont très fortes. C'est pour l'instant des résidus qui sont rejetés dans l'Atlantique et qui sont pas du tout valorisés. Donc on est en discussion avec l'OCP pour travailler sur l'extraction de ces métaux-là. Et le deuxième projet, c'est sur des mines abandonnées. Et donc ça a fait l'objet de la création d'un laboratoire mixte international qui s'appelle le laboratoire mixte international AMIR, pour activité minière responsable au Maroc. Où là, l'objectif, c'est de remédier des anciens sites pollués et valoriser notamment les résidus miniers qui se trouvent sur les sites abandonnés. Je vous montre quelques exemples. Ici, c'est une mission de terrain qu'on a pu faire en mai dernier, à la frontière algérienne, près de Oujda, où on a, donc c'est le site de Touissite, c'était une mine de plomb qui est fermée en 2002, après 75 ans d'exploitation. Et vous voyez ici les grandes digues ici, c'est des stériles miniers, où on a des gros problèmes de contamination des environnements alentours. On a des concentrations en plomb dans ces résidus qui peuvent monter encore jusqu'à 3000 mg par kilo. Donc voilà, vous avez des gros problèmes environnementaux et notamment aussi sanitaires, puisque vous avez les populations, les anciens villages de miniers qui sont toujours habités, qui sont vraiment installés au pied des digues. Alors, il faut savoir que les opérateurs miniers, une fois qu'ils s'installent, ils exploitent la mine, ils font venir les mineurs, et dès qu'ils ferment la mine, ils n'ont aucun scrupule, ils laissent la population sur le site sans reconversion du site. Donc il y a des gros enjeux sociaux, environnementaux derrière la fermeture de ces mines.
Ce qui est assez frappant, c'est de voir aussi les locaux aller fouiller à la pelle et à la pioche dans les stériles miniers pour récupérer quelques grammes ou quelques kilos de plomb. Et c'est vraiment leur seul revenu qui leur permet de vivre sur ces sites-là. Alors, ce qui est frappant, c'est que les gens, enfin, les sociétés qui commencent à retraiter ces résidus miniers, alors toujours pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, hein, la diminution, la concentration des métaux dans les minerais naturels, on se rend compte que maintenant, dans les résidus miniers, on a des teneurs en métaux qui sont proches de ce qu'on peut trouver dans la croûte terrestre. Donc les gens commencent à réexploiter un peu ces résidus miniers. Ici, ils le font pour le plomb, et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui pourraient être intéressants, notamment des éléments stratégiques? Et on sait que, par exemple, dans ces résidus miniers, sont riches en antimoine. Donc là, c'est un deuxième site, Oued-El-Mer, qui est tout près de Twissit, qui est le site de la fonderie, où ils raffinaient le plomb et l'argent, qui est aussi fermé après 68 ans d'exploitation. Là, vous voyez le minaret qui est enseveli au milieu de ces résidus, de ces scories. Et donc, voilà, l'objectif de ce laboratoire mixte international, c'est d'analyser le potentiel de ces déchets miniers et industriels pour l'extraction d'éléments critiques, donc en mesurant la concentration en éléments et en déterminant leur spéciation, pour ensuite pouvoir développer des procédés d'extraction sélectifs en utilisant les acides organiques, comme je vous le montrais tout à l'heure, bio-inspirés, mais aussi, pourquoi pas, des déchets de l'industrie alimentaire. Alors, par exemple, l'agroalimentaire. On voyait tout à l'heure l'efficacité de l'acide citrique. Vous savez tous que vous mangez régulièrement de l'acide citrique. Et donc, on a des résidus industriels qui pourraient être intéressants d'utiliser pour faire l'extraction de métaux. Et ensuite, ce que j'appelle bouclons la boucle, c'est dans un contexte d'économie circulaire, c'est ensuite, après avoir extrait ces métaux critiques, il reste toujours un résidu. Et l'objectif, c'est de travailler avec des gens qui vont aller valoriser ces résidus dans le bâtiment, par exemple. Plus globalement, ce qu'on fait au CEREJ, ce qu'on développe de plus en plus, c'est des problématiques autour de l'économie circulaire. Donc, vous avez sûrement entendu parler de ce concept qui est de plus en plus présent dans les médias notamment et dans le discours des politiques, où l'objectif, c'est vraiment d'optimiser l'utilisation de la ressource et de réduire l'impact environnemental, de réduire l'impact sur les ressources naturelles. Donc notre activité s'inscrit clairement dans cette partie gestion des déchets, où on essaie de récupérer de la valeur, récupérer des éléments de la ressource pour le réintroduire dans le cycle de production. Mais pas uniquement, hein, on travaille aussi sur l'éco-conception de produits pour faciliter ensuite la réparation ou le recyclage. Alors on travaille, je vous ai montré ici sur le cas des métaux critiques, mais on a aussi un axe qui se développe de plus en plus au CEREJ sur la réutilisation des eaux usées. Voilà, comment on peut réutiliser une eau plusieurs fois avant de la rejeter pour traitement. Donc c'est aussi la problématique centrale d'un institut qui a été créé à Aix-Marseille Université, l'Institut ITEM, donc, qui est porté par Jérôme Rose et qui regroupe 15 laboratoires de l'université, où l'objectif c'est de développer des projets qui soient interdisciplinaires et intersectoriels, où on va incorporer les dimensions sociétales et économiques dans tous les procédés qu'on va développer. Voilà, je termine. Tu as dit deux mots là-dessus, Karim. Effectivement, j'ai créé une association. Je me permets de faire un peu de pub pour l'association que j'ai créée avec mon frère Adrien, qui s'appelle la Cité de l'Environnement, où là, l'objectif, c'est de faire des expositions grand public sur les enjeux environnementaux, un peu sur le mode de la Cité des Sciences ou Palais de la Découverte ou Cité de l'Espace, donc avec un peu interactif, ludique. Et donc là, on est en train de préparer une première exposition sur justement l'économie circulaire. Donc c'est une exposition qui devrait avoir lieu, si tout va bien, entre Aix et Marseille, à Gardanne, en 2022. Donc on a commencé à récupérer des fonds pour travailler avec des scénographes, donc ça devient de plus en plus concret. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler un peu plus. Si vous êtes intéressé par cette problématique des terres rares, des métaux rares et des métaux critiques, je vous conseille ce livre qui est très informatif, de Guillaume Pitron, vous avez peut-être entendu parler aussi.
Et voilà, pour finir, je vais finir par cette citation que j'aime bien. Celui qui croit qu'une croissance infinie peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste. Voilà, donc c'est une citation d'un économiste américain qui s'appelle Kenneth Boulding et qui parle du système linéaire versus système circulaire en parlant de l'économie du cow-boy qui a des hectares entiers, des ressources infinies, versus l'astronaute qui, lui, qui vit dans un système fermé où il faut recycler toutes les ressources. Voilà, je trouvais l'image assez parlante. Eh ben, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, j'aurai plaisir à vous répondre. Merci beaucoup, Clément.